Et donc, la séance va pouvoir s'ouvrir. J'invite donc le professeur Mengo à me rejoindre pour nous présenter ses invités. Bien. Merci à l'Académie, à son président, bien sûr, et au secrétaire général de nous inviter, d'inviter l'Association francophone de chirurgie endocrinienne à présenter un peu l'état des lieux de la chirurgie endocrinienne et puis les innovations. Vous savez que la chirurgie endocrinienne est dominée quand même par la chirurgie thyroïdienne. Elle est quand même fréquente, même si elle est en diminution. Et nous, nos préoccupations, c'est évidemment de proposer le traitement adapté, le bon diagnostic pour une pathologie qui, globalement, a un bon pronostic, y compris en oncologie. Donc, on a souhaité faire un programme riche et qui balayait un petit peu l'ensemble des glandes. On est très attaché à ce caractère multiglandulaire de notre spécialité. Et donc, on va parler de thyroïde, de parathyroïde et de surrénal. Et donc, de pathologie aussi rétropéritonéale. Donc, je vous propose de commencer. Alors, on va faire un tout petit peu dans le désordre. Donc, avec l'équipe de Marseille, hein, donc Cynthia Palladino, qui va nous parler de surrénalectomie robotique. Et donc, après, ça sera ouvert à discussion, bien sûr. Merci. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de débuter cette séance avec la surrénalectomie. Donc, la surrénalectomie celluloscopique, soit grâce à et selon les recommandations en fait, de la société américaine de chirurgie endocrinienne, le choix doit être déterminé de l'abord, doit être déterminé par l'expertise du chirurgien, mais également par les caractéristiques du patient et de la masse. C'est recommandé que ce type d'intervention soit réalisé par un chirurgien donc, qui a l'expérience, un chirurgien au volume. Et si le chirurgien juge qu'il ne va pas pouvoir réaliser l'intervention de façon précise, il doit orienter donc, le patient à un chirurgien au volume. Donc, en fait, ce type d'intervention réalisée par un chirurgien au volume, ça permet d'optimiser les résultats et bien sûr réduire le taux d'incommodité et de mortalité. Et comment on fait à choisir donc, l'abord? Alors, récemment ont été publiées donc, les recommandations de la Société européenne de chirurgie endocrinienne, selon lesquelles, en fait, le chirurgien débutant, qui débute en fait à la chirurgie surrénalienne, il doit commencer par la cystoscopie, voie transabdominale. Et pour maîtriser la technique, après 20 procédures. La chirurgie, l'accès, disons, la cystoscopie par rapport rétropéritonéale est réservée plutôt à un chirurgien au volume. Et l'accès robotique, un chirurgien qui a l'expérience de la surrénectomie cystoscopique, qui soit également expérimenté et à haut volume. Mais comment on fait à privilégier en fait le type d'abord, comment on fait à choisir l'abord quand on se retrouve devant des volumineuses masses? Il faut tenir en considération 3 points. Donc, l'expérience et les habitudes du chirurgien, les caractéristiques du patient et également les antécédents du patient, les caractéristiques de la masse et la taille. Donc, pour longtemps, les antécédents de chirurgie abdominale et l'obésité étaient considérés comme des contre-indications relatives à la cystoscopie. Nous savons qu'on peut réaliser un test sans problème, en fait, aujourd'hui, en cystoscopie. Si on va considérer le taux de conversion de la cystoscopie à la technique ouverte, est rapporté en fait le risque de conversion plutôt relative à la taille de la masse et à la symétrie. Nous avons voulu analyser en fait nos données relatives en fait, à la chirurgie robotique et prenant en compte en fait les dernières 3 années, qui sont des périodes qui étaient impactées par le Covid. Nous avons analysé en fait tous les patients qui étaient pris en charge, notamment les patients qui étaient pris en charge des masses volumineuses. Donc, on a exclu tous les patients qui présentaient des signes radiologiques d'infiltration ou des infiltrations des organes adjacents et on a pris en considération les paramètres liés aux patients, mais également les complications et les temps opératoires. Donc, dans la période analysée, on a réalisé 166 surrénectomies robotiques, donc la plupart de gauche, 2 bilatérales, une consistant dans une autre maladie de Cushing. Le sexe prévalent, c'était féminin, avec un âge moyen de 50 ans. On a fait une sélection sur l'IMC. En fait, on a fait 4% des patients qui étaient un IMC qui était supérieur à 30. L'IMC pro était en fait 45,8 et il s'agissait d'un patient avec un peu consistant de 6 cm.
Après, on a distingué les masses selon la taille. Donc, si présentaient une taille inférieure ou supérieure à 5 cm, et au groupe 38% présentaient une taille supérieure à 5 cm, les 12 patients présentaient des masses supérieures à 10 cm. On a les masses plus volumineuses qui étaient 14 et 16 cm, et c'était en fait une tumeur fibrose et un myélodysome présymptomatique. Et on a converti 5 patients. En particulier, le premier, c'est un patient qui avait un bronchocytome de 7,5 cm avec un traumatisme thoracique et abdominal qui avait été opéré en fait une chirurgie hépatique. Donc la masse était réséquée, mais on n'avait pas de contrôle local, donc on a préféré convertir. L'autre, c'était une patiente qui présentait un FEO, mais des antécédents multiples de chirurgie abdominale, donc avec un syndrome adénociel important. Et après, on avait 3 métastases, notamment 2 métastases de poumon, une de 10 et l'autre de 7 cm, qui étaient disséquées pour voie robotique, mais ces patients présentaient des adhérences importantes sur le plan postérieur, donc on a préféré convertir. Et une patiente qui présentait une métastase par un chondrosarcome external, qui était opérée dans le même temps aussi d'une thyroïdectomie parce qu'elle avait une métastase en fait au niveau de la thyroïde. Ici, l'histologie définitive. Donc, dans la plupart des cas, ce sont des phéochromocytomes. Le score de départ sur 5 patients était supérieur à 4, syndrome de Cushing et voici le reste. 32% poupées des patients présentaient des antécédents de chirurgie et on a eu 4 complications, notamment le 3 hématomes, un regard d'outre-quart en fait optique, c'est sous les lunettes possibles. Et une patiente qui présentait en fait un hématome intrasplénique qui était traité de façon conservative. C'était une patiente qui présentait une métastase en cancer du poumon. En tous les cas, la résection était R0 et on n'a pas eu de lésion de la réduction. On a assisté progressivement à une réduction ambulatoire. Donc, les premières chirurgies étaient beaucoup plus longues. Ici, sur cette photo, il manque les dernières procédures. Maintenant, on est coupé à 68 heures. Alors, quels sont donc les avantages de la sonorectomie par voie robotique? Là, vous voyez en fait la vidéo d'une sonorectomie droite pour un phéochromocytome de 9 cm. C'est utile de voir en fait comment la vision sera meilleure. Il y a une magnification et surtout le degré de liberté donc, des thorax robotiques qui sont multipliés. Donc on peut arriver à faire des passages qui sont beaucoup plus compliqués quand on les réalise en fait au vacilloscopique. La caméra, vous voyez qu'il est stable. Donc en fait, les tremblements naturels de la main sont éliminés. La position du chirurgien sans doute plus ergonomique. Le chirurgien est assis. Et il a la possibilité également de bouger lui-même donc la caméra. Et il a la possibilité aussi d'utiliser un 4e bras que le chirurgien opérateur peut utiliser. Il y a la possibilité également de rajouter des trocars supplémentaires. Ça, c'est en fait en fonction du geste qu'on va réaliser. Et ici, vous voyez, en fait, on a la possibilité d'utiliser différents instruments, notamment le crochet, qui permet de faire, à mon avis, des passages qui sont très fins et permet de disséquer de façon très méticuleuse. Et la procédure, en fait, on arrive en fait à libérer les masses quand elles sont volumineuses sans faire trop de, trop de traction et donc en évitant en fait des lésions de la capsule. Ici, vous voyez donc la préparation de la veine surrénalienne. Ensuite, la mise en place en fait de homologues. Et après, en fait, la section qui, en général, moi, je préfère réaliser avec cet instrument. Ensuite, la libération donc, est poursuivie sur la capsule du rein en important donc toute la graisse périsurrénalienne de façon de libérer de façon carcinologique aussi la zone. Et enfin, la vision finale avec la veine cave, la veine rénale. Donc, quels sont les indicateurs pour choisir qui nous permettent de choisir en fait la technique robotique? À ce jour, on n'a pas d'indications qui sont validées par la sonorectomie robotique. Mais toutes les données de la littérature rapportent 3 points qui sont la taille, donc il dépasse 5 cm, un IMC qui est supérieur à 30, et les antécédents de chirurgie. Il n'y a pas de données relatives à la latéralité, donc au côté. Mais en fait, quand on va disséquer des masses qui sont volumineuses, les problèmes principaux sont clairement la difficulté technique, raison donc de la taille. Donc la taille, on travaille donc un espace qui est tout petit. Et surtout, il faut éviter donc l'extraction capsulaire avec le risque donc de récidive. Nombreux articles de la littérature, en fait, soulignent l'importance d'utiliser la technique robotique pour les masses qui dépassent les 6 cm, comme cette récente revue qui compare en fait la technique Cellio versus la technique
robotique qui permet en fait de mettre en évidence des avantages, soit en termes du temps opératoire, des conversions et durée également d'hospitalisation. C'est récent article en fait qui compare la technique robotique, celluloscopique et la technique ouverte. Il souligne l'importance, en fait, les avantages de la robotique quand l'intervention est réalisée pour des gains de masse chez les patients, également sur les patients. Ça, c'est un exemple, en fait, d'une masse de 16 cm qui a été réséquée pour voie robotique. Vous voyez, il n'y avait pas donc des signes radiologiques suspects. La masse, en fait, était réséquée de façon plutôt, disons, sans problème pour voie robotique. Ce n'est pas le cas de cette patiente pour laquelle, en fait, en amont, en fait, on a décidé de faire une technique ouverte parce que la patiente, en fait, même si la masse est plus petite, a bénéficié dans le même temps d'une néphrectomie associée d'un curage. Ou de ces deux patients qui présentent, en fait, des masses surrénaliennes bilatérales avec, en fait, une infiltration également de la veine cave qui ont bénéficié, en fait, d'une surrénectomie bilatérale, néphrectomie gauche et réalisation de la veine cave avec un implant d'hypothèse. Ou cet dernier patient avec un corticosurrénome qui présente un thrombus dans la cave, qui était opéré bien sûr par la technique ouverte. Donc, la technique, l'IMC, pour ce qui concerne le choix de la technique robotique, ne doit pas être considéré comme une contre-indication. C'était été reporté également sur cet article intéressant de l'équipe de Dr Piccoli qui rapporte en fait le taux plus haut de l'IMC pour rapporter une littérature parmi les patients opérés par surrénectomie. Et comme ainsi rapporté par le professeur Bruno, n'avait pas de différence également en termes de durée d'opération entre les patients opérés qui présentaient un IMC inférieur ou supérieur à 30, qui étaient opérés par robotique. Par contre, les patients qui avaient un IMC supérieur à 30 et qui étaient opérés par celluloscopie, le temps opératoire était beaucoup plus long. Ce qui concerne le taux de conversion, était rapporté à 12%. Les risques principaux sont les adhérences, les saignements et la position de trocar. Alors, je dirais surtout un point sur les positions de trocar, parce que la position de trocar, surtout pour les premières procédures, c'est vraiment un point principal. Si les trocars ne sont pas bien placés, donc ça peut en fait induire le chirurgien à décider de convertir. Et également le temps opératoire prolongé. Donc, c'est important, en fait, une courbe d'apprentissage. En fait, malgré le chirurgien est entraîné en celluloscopie, la courbe d'apprentissage était évaluée à peu près à 30 procédures, à 20-30 procédures. En fait, pour la robotique, le temps opératoire plus long est attribué donc à la préparation du robot, au docking. Bien sûr, ça, c'est un temps supplémentaire qui va diminuer à fur et à mesure donc, des procédures réalisées. En ce qui concerne la courbe d'apprentissage, donc on a été vu que la réduction, on l'a surtout du temps opératoire après les 30 premières procédures d'au moins une demi-heure. Pour ce qui concerne la latéralité, il n'y a pas de différence. Donc, on n'a pas de différence décrite. En fait, s'il y a une différence entre le côté droit ou gauche, le temps paraît être pareil. Donc, en conclusion, la surrénectomie robotique paraît avoir des avantages en ce qui concerne la prise en charge des masses volumineuses. Bien sûr, l'IMC ne doit pas influencer le choix de la procédure. La courbe d'apprentissage est importante. Bien sûr, avant de proposer à un patient ce type de technique, bien sûr, le dossier doit être bien discuté. Et également, il faut s'assurer également qu'il n'y a pas de critères de suspicion, que la masse soit suspecte. Parce que dans ces cas, si un cas de cancer ou des masses locellement invasives, bien sûr, l'approche chirurgicale est sans doute recommandée. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour une présentation très claire et votre magnifique expérience et iconographie. La présentation est ouverte pour discussion. Oui, intervention. Non, Bon, merci pour cet excellent exposé. Sur le plan technique, quand vous faites une surrénectomie par robot, assistance robot, est-ce que vous avez la nécessité de mettre votre trocard dans une position un peu différente par rapport à la laparoscopie? Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Oui. Alors, ce qui concerne la surrénectomie gauche, effectivement, le trocard se bat, en fait, on les met classiquement en celluloscopie. En fait, c'est plutôt sur une ligne horizontale qui va de la cycloïde à l'anche. En fait, mais ça, on le voit maintenant qu'on va faire les procédures. En fait, parce qu'au début, effectivement, sur ces positions avec les mêmes. Les instruments sont beaucoup plus longs. Donc, si on met les trocards un peu plus loin, on n'a pas de souci. Et si on se met effectivement sur cette ligne, on a pu faire l'intervention un problème.
À droite, et généralement à gauche, on met des 4 trocars. Ça permet d'écarter, de faire l'intervention en potentielle sécurité. Et par contre, à gauche, je voulais dire à droite, par contre, on met 3 trocars et un trocar pour écarter le foie, comme on le met en cystoscopie. En fait, il y a Merci. deux comparaisons, enfin, telles que vous l'avez présenté. Il y a la comparaison ouvert versus robot, mais en fait, c'est ouvert versus laparoscopie. Et à l'intérieur de la laparoscopie, il y a la paroscopie qui continue d'être pratiquée. Et puis, il y a la robotique. Alors, on est bien d'accord que par rapport à la voie ouverte, depuis les années 90, c'était même une des premières interventions qu'on a commencé à faire en laparoscopie. Il y avait déjà des séries de plusieurs centaines de cas. L'apport de la robotique est incontestable, ne serait-ce que pour le confort technique qu'on peut avoir avec le robot. Le problème actuellement, c'est l'accès au robot. Dans les robots qui sont multidisciplinaires, on est obligé de prioriser pour des raisons d'effectifs, de coûts, enfin tout ce que vous connaissez. Donc la laparoscopie traditionnelle, je dirais, reste quand même d'actualité. Je vois dans mon équipe la majorité. Alors pour des cas particuliers, que vous avez très bien montré d'ailleurs, on est beaucoup plus confortable avec le robot, mais dans la majorité des cas, ça reste sous la paroscopie standard. Et pour prolonger la question des trocars, est-ce que vous avez eu l'expérience ou vu du nouveau robot, en particulier le robot anglais CMR, qui permet, semble-t-il, de garder l'installation classique de la laparoscopie, puisqu'on n'a pas cette obligation d'une grosse machine qui arrive et dont tous les trocars sont centralisés au même endroit, et on a trois colonnes séparées, et on peut passer plus facilement, de mon point de vue, de la laparoscopie standard à la robotique. Oui. Et effectivement, j'ai vu qu'on peut garder la même position de la celloscopie. C'est ça. Si on a l'habitude de la celloscopie, je pense que ça ne changera pas trop notre habitude. Oui, Hubert Joannet, peut-être vous voulez dire. Alors, ce n'était pas le sujet de votre étude, mais est-ce que vous diriez que dans votre expérience, les patients opérés sous robot ont moins mal que par Célio? Alors, justement, la reprise, j'ai l'impression que c'est un peu plus rapide. Après, les premières 3 procédures, j'avais rapporté les 3 cas d'hématome. En fait, parce initialement, il faut faire attention à la position justement de trocar. Parce que les premières 3 procédures, en fait, j'ai eu de l'hématome, en fait, juste l'insertion de trocar, parce que bouge le trocar avec la caméra. Donc, il faut bien installer. Après, on a trouvé la technique. Donc, à part ces cas, on n'a pas eu de soucis. Et est-ce que vous avez une cotation spécifique pour la surveillance robot? Alors, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment maintenant, il y a vraiment des années d'expérience. Et c'est certainement une intervention où on peut facilement démontrer par rapport à la chirurgie ouverte. Maintenant, on ne peut plus le faire puisqu'il n'y a plus de chirurgie ouverte. Donc, ça va être très difficile. Et c'était important de ne pas rater ce coche-là, que nous avons également raté en urologie. Dans bien des domaines, on est en train de... Mais essayer d'obtenir une cotation quand même spécifique, au moins d'un point de vue qu'on ait un registre épidémiologique de ces interventions. Parce qu'évidemment, elle coûte plus cher quand même, cette intervention. Obligatoirement, ça avait été calculé, c'était 2500 € de plus que la Célio. Oui, moi, mais enfin, bon, il y a des durées d'hospitalisation, enfin, des trucs habituels, évidemment. Oui, pardon. J'ai peut-être pas saisi, vous avez des abords transpéritonéaux et sous-péritonéal, là, en robot? Nous, on fait seulement pour transabdominal. C'est toujours transabdominal. Je n'ai pas fait encore un rétropéritonéal. Mais il y a des équipes qui font ça? Oui, mais dans mon équipe, la moitié se fait en rétro-péritonéal. Enfin, c'est quand même pour des lésions qui sont un peu limitées, des malades pas trop gras, parce que sinon, s'il y a beaucoup de graisse, c'est un petit peu difficile. Il faut beaucoup d'expérience. Et je pense que personnellement, raisonnablement, je serais plutôt de votre avis et de tout passer sauf vraiment des situations particulières. Et juste une petite question, est-ce que vous arrivez, quelles sont rapidement les indications, parce qu'on est à la limite du sujet, mais on ne va pas revenir sur les surrénectomies partielles dans des circonstances particulières? Oui, ça nous arrive de temps en temps de le faire. Hein. Oui. Ben, patients jeunes, l'hyperaldotéronisme, par exemple, patients qui ont l'âge de 50 ans, le critère principal, c'est la radiologie, parce qu'il faut voir, radiologiquement, en fait, on a la possibilité, effectivement, de réséquer seulement une dune sans laisser, en fait, la portion malade, effectivement, ou dans les cas, en fait, des phéochromocytomes pour lesquels il faut faire une surrénectomie bilatérale. Et dans ces cas-là, vous bénéficiez des progrès de l'imagerie, éventuellement d'avoir des images virtuelles avec des vascularisations alors, en fait, c'est qu'on fait resynthétisées. verminocyanine. Oui. Et de voir, en fait, justement, sur le tissu vascularisé, faire même avant de réséquer la zone. C'est ça. Donc là, vous modifiez éventuellement la technique. Pour garder une portion de parenchyme qui soit
qui ne donne pas en fait une évidence La d'analyse. voie robotique n'a pas changé les indications, en fait. C'est-à-dire, ça remplace la célioscopie, ça remplace pas la voie ouverte, sur laquelle il faut qu'on reste quand même assez sûr de nous, quoi. C'est-à-dire pour toutes les pathologies malignes, avec comme par exemple l'exemple de la néphrectomie associée, etc., quoi, en fait. Merci beaucoup, madame. Merci C'était beaucoup. très bien.